Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Climax se raconte comme une légende, celle du climat. Lorsque survient un accident sur une plateforme pétrolière nommée Sigurd, en Norvège, Noah est chargé d'évaluer les risques encourus par la compagnie. L'occasion inattendue de retrouver les personnes qu'il a aimées il y a longtemps, au cœur des glaciers. Adolescents, Noah, Anna, Magnus, Anders, Knut jouaient à des jeux de rôle qui transportaient leur imaginaire aux confins du monde réel. Extrapolation de leur personnalité, de leurs désirs, de leurs souffrances, les légendes contées lumière tamisée embarquaient les jeunes gens au pays de l'ego et de la fantaisie, où les grandes aventures se fantasment d'abord. Ode à la nature et à ses joyaux, Climax joue aussi avec nous, lecteurs, et nous plonge dans les mythes de l'enfance et du commencement des mondes, mais à la sauce arctique. Bonjour Thomas. À la lecture de votre livre, on se dit que vous êtes vraiment beaucoup documenté. Ouais, c'est vrai, mais comment dire bon, d'abord, c'était dans des conditions un peu particulières parce que c'était une période où je travaillais pas par ailleurs et puis où on a été confinés et tout ça. Donc en fait, comment dire, j'avais que ça à faire. Moi, j'ai pas eu l'impression de travailler énormément. Enfin, les journées étaient longues et à chaque fois que je me posais une question, je pouvais plonger dans des bouquins pendant 5 heures pour trouver la réponse et ça me faisait avancer d'une ligne et j'étais content, quoi. Et puis, je crois que j'écris aussi un peu pour ça, pour apprendre des choses, et je me déplace à chaque roman aussi pour cette raison-là, pour découvrir de nouveaux territoires et de nouveaux savoirs voilà. Donc ça m'intéresse. Je pense que j'écris aussi pour ça. Et donc voilà, donc ça m'a pas coûté, mais c'est vrai qu'évidemment il y a une grosse documentation parce que la fiction elle a une espèce de responsabilité vis-à-vis du réel, tu vois, quand là il y a une plateforme pétrolière par exemple. Bon en fait dès que je commence à la décrire, il faut que je sache de quelle plateforme il s'agit. Est-ce qu'elle flotte? Est-ce qu'elle est semi-submersible? Est-ce qu'elle est attachée au plancher? Tout ça, ça dépend de la profondeur. Donc je suis obligé d'aller me renseigner. À cet endroit-là où j'ai décidé de la placer, à quelle profondeur on est, quel genre de plateforme on a, comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui serait crédible en termes d'accident, comment ça finit par arriver, etc. Et du coup, comment marche une plateforme. Donc à la fin, je me tape un bouquin d'Hérold de 400 pages sur les plateformes pétrolières, tu vois. Évidemment, ouais. On devient écrivain géologue. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, d'ailleurs, je crois que le bouquin chez Hérold s'appelle La géologie du pétrole. Ça doit correspondre à un diplôme tu vois. On ressent une fascination dans votre écriture lorsque vous décrivez les paysages nordiques. Puisque c'est un truc d'imagination, j'aime bien lancer la machine imaginative. Et du coup, il y a toujours une fascination. Moi, je suis fasciné par les paysages que j'imagine, et puis j'aime les personnages que je décris, par exemple. Enfin, tu vois, faut avoir envie quand même de passer 2 ans avec. Enfin, tu vois, de se projeter dans l'Arctique et tout, il fait froid, c'est la nuit, d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même en donner une image, quoi. Et autre chose qui faisait la fascination de ce paysage-là, c'est qu'il était plein de contradictions, donc il était plein de trucs à découvrir. Tu vois, par exemple, c'est une espèce de l'Arctique, ou l'Antarctique d'ailleurs, enfin là c'est au nord, donc c'est l'Arctique. C'est une dernière frontière, donc du coup on imagine ça comme une nature un peu vierge. Dans notre climat actuel, là où on se préoccupe un peu de la nature, de la planète, machin, on se dit, chouette, une nature vierge, la jungle, le désert, l'Arctique. Oui, sauf que l'Arctique, en fait, c'est de la glace, quoi. Enfin, je veux dire, il y a de la neige à perte de vue, c'est un peu bosselé, ça fait des crêtes, c'est irrégulier, et de temps en temps, si on n'a pas de bol, on croise un ours, quoi. Donc, en fait, c'est la dernière nature inviolée, c'est pas une nature, c'est un désert. Et puis pareil, on se dit c'est super froid, moins 50 l'hiver et tout, ouais. Sauf que c'est là que ça se réchauffe le plus, avec le réchauffement climatique, machin. Et donc ça aussi, autre paradoxe, de truc à comprendre, à décrire, du coup ça devient subtil, on se dit comment je vais décrire le fait que le très froid se réchauffe. Voilà, et ça crée plein d'interrogations comme ça intéressantes. Et puis le dernier point qui fait la fascination, je pense, pour ces paysages, c'est qu'en fait quand j'ai commencé à lire dessus,
Donc effectivement, Jean-Louis Etienne, et puis ses ancêtres, Nansen, Shackleton au sud, là, qui passe un hivernage en Antarctique, et qui arrive à ramener ses hommes au prix d'efforts invraisemblables. Toutes ces descriptions d'aventures vécues réelles, elles sont tellement dingues, il se passe des trucs tellement inhumains, parce que les conditions météo sont incroyables, que du coup, moi, ça me lançait tout de suite sur des trucs fantastiques. En fait, je lisais indifféremment les récits des explorateurs et les trucs du genre Lovecraft, les montagnes hallucinées, quoi. Ouais. Ça me racontait la même histoire, quoi, une histoire de froid inhumain, quoi. Vous parlez de peurs ancestrales qui sommeillent en nous. Le loup en fait partie. Pensez-vous que nous connaissons la raison de ces peurs ancestrales qui sommeillent en nous de façon consciente ou inconsciente? Et surtout, pensez-vous qu'il s'agit de la mort? C'est toujours frappant, ces trucs-là. Les choses qui sont inscrites en nous sans qu'on en ait conscience et mais qui se révèlent de façon flagrante, quoi. Par exemple, il m'est arrivé de croiser un loup en Auvergne. Alors, pas le croiser comme si c'était dans la pièce, là, hein, le croiser de loin, évidemment. Mais en fait, même de loin, et du coup, je faisais une randonnée, j'allais de l'Auvergne au Cantal. Je traverse des plaines qui ressemblent à la Mongolie, quoi. En gros, c'est vraiment, il n'y a rien. Et puis, à un moment, sur la crête, comme ça, on croisait des vaches qui étaient quand même déjà un peu menaçantes, parce que c'est quand même des bêtes à cornes, et puis là, elles sont chez elles, quoi. Mais bon, ça va. Et puis au loin, tout à coup, sur la crête, comme ça, on voit passer un animal. Et en fait, sa silhouette, même très lointaine, ne laissait aucun doute sur le fait que c'était un loup. C'est-à-dire, ça pouvait pas être un gros chien perdu, quoi. Et il y avait cette façon de trotter comme ça, un peu voûté, un peu... et il est passé vraiment très au large. Enfin, moi, j'ai besoin de prendre les jumelles pour bien voir, pour dire « Oh putain, c'est vraiment un loup et tout, c'est incroyable. » Et en fait, il y a quelque chose en nous qui réagit tout de suite, quoi. Et parce que, effectivement, je pense qu'il y a des choses, on a dû vivre en proximité avec ces bêtes-là pendant des milliers d'années. Et ça crée des espèces des espèces de réflexes enfouis, quoi. Alors, est-ce que ça a à voir avec la peur de la mort? Sûrement. J'avais lu un truc qui disait que notre attrait pour le crépuscule venait d'une peur ancestrale de la mort, en quelque sorte, c'est-à-dire du fait qu'il ne se relève pas le lendemain. Et qu'à chaque fois, que sans doute pendant des milliers d'années, des hommes avaient dû regarder le soleil qui se couchait en se disant « Putain, pourvu qu'il se relève ». Et que voilà, et que ça crée ce genre d'attente, quoi, d'angoisse, d'espérance. Ouais. Votre livre se compose en plusieurs parties. Le réel, la fiction, le savoir... Et à chaque fois, vous adoptez un style différent. Ouais, mais ça s'imbrique. Et puis, ça s'imbrique parce que la fiction, elle naît du réel. Elle a besoin d'avoir ses racines dans le réel. Bon, alors c'est la documentation, ça peut être le vécu, ça peut être parce qu'on parle aussi de sentiments ou de trucs, donc ça fait appel à des choses qu'on peut ressentir, ou qu'on peut s'imaginer ressentir, ou qu'on peut se souvenir avoir ressenti, et puis des paysages vus, des choses qu'on apprend, on se documente, ça a comme ça des racines réelles, et en fait si c'est bien tissé, il va y avoir un retour sur le réel. C'est-à-dire cette fiction, elle informe aussi le réel en retour. Elle crée ce qu'on disait tout à l'heure, une légende, quoi. Et cette légende, en fait, elle nous parle du monde, mais d'une façon détournée, qui nous permet de l'appréhender, parce qu'on a un cerveau qui prend des détours, quoi. Il y a quand même l'idée qui était développée dans les années 80 par Kundera, que en fait le roman c'est un genre protéiforme qui peut faire flèche de tout bois, les personnages, l'histoire, le sentiment, le réel, la fiction, tout ça, et le savoir. Qu'en fait le savoir ça fait partie de la matière romanesque, ça peut en faire partie, quoi. Il peut y avoir au milieu d'un roman tout à coup un article de dictionnaire, quoi. Et donc ça c'est intéressant aussi de faire du savoir un personnage, quoi, de se dire qu'en fait ça va faire partie de l'histoire. Parce qu'il y a un jeu de rôle avec le lecteur. Ouais, ce qui fait la jonction entre l'histoire qu'on raconte, là, cette histoire de catastrophe qui arrive dans un fjord au nord de la Norvège,
et le passé des personnages où ils jouaient au jeu de rôle, et donc ce jeu de rôle qui sert de pont entre la légende ancienne et ce qui est en train d'arriver. Et il est du coup du côté d'une expérience de lecture aussi, effectivement. Alors, je joue un peu avec les livres dont on est le héros, là, la suite au chapitre machin. Bon, je fais pas du multi-choix quand même, hein, bon, voilà. Mais donc assez vite, on comprend qu'on peut le lire dans l'ordre, hein, qu'on n'est pas obligé de suivre le truc. Cela dit, il y a des gens moi, j'ai déjà eu des retours de lecture de gens qui ont obéi assez sagement aux injonctions de l'auteur en fin de chapitre. Là, si vous voulez la suite, allez au chapitre 17 et tout. Et en fait, ça crée une expérience de lecture. Et c'est ça, dans le fond, qui m'intéresse. Parce que, alors par exemple, les gens qui choisissent de le lire comme ça, et quand ils reprennent l'histoire actuelle, ils la reprennent avec le souvenir de la légende, comme les personnages, en fait. Tu vois, c'est marrant, hein, parce que moi j'ai commencé à faire ce truc de renvoi de chapitre par jeu avec le livre dont on est le héros, qui était un peu mon premier contact enfant, je devais avoir 8 ou 9 ans, avec la fantasy, qui m'a amené ensuite vers, du coup, Tolkien, et puis les jeux de rôle, et puis etc. Voilà. Et donc, je fais ça comme une forme de clin d'œil. Tu vois, un truc où je me dis, voilà, c'est un clin d'œil à l'origine du truc, à l'origine de ce mode de lecture-là. Et puis, en même temps, ça m'amuse parce que j'ai conscience que ça commence à jouer avec le lecteur. C'était une nécessité d'écrire sur l'urgence climatique ? Pas au début. Au début, j'y suis allé par attrait pour la lumière et les paysages du Grand Nord, qui m'avait frappé lors d'un voyage en Suède. C'était un désir presque de voyage, quoi, dans les images, dans l'imaginaire. Et puis, il m'est arrivé un peu la même chose que Fred Vargas quand elle a fini par écrire L'Humanité en péril. Là. C'est-à-dire que, évidemment, tu te documentes parce que tu peux pas écrire n'importe quoi. Moi, je suis pas norvégien, alors il a fallu lire beaucoup et tout ça. Alors tu démarres ton roman parce que t'aimes la lumière du Nord, oblique, comme ça, les couchers de soleil, non plus. Et puis en fait, tu découvres que l'état du monde nécessite quand même d'alerter un peu, quoi. Thomas, accepteriez-vous de nous lire quelques lignes de votre livre ? J'y vais ? Vas-y. Ok. Il est à présent au cœur du glacier, si celui-ci n'est pas aussi sportif que ceux qu'on trouve en France ou en Suisse, dans des montagnes plus hautes et plus jeunes. Il n'en est pas moins dangereux, comme tous ses semblables. Anders le connaît bien pour y avoir passé, été comme hiver, un nombre incalculable de journées et de nuits de marche. C'est la nuit qu'il le préfère. C'est là que le glacier appartient aux alpinistes. C'est là qu'il est le plus impressionnant, presque vivant, presque surnaturel, comme s'il rayonnait de l'intérieur depuis ses profondeurs bleutées jusqu'à sa surface parsemée d'éclats de miroirs et d'argent. Il a toujours été là. En tombant vers le fjord, il libère ses torrents souterrains, gronde, se transforme en cascade magique au cœur des vallées vertigineuses de sapins, craque aussi parfois, et fait exploser sur les rochers de la montagne qui le canalisent des pans entiers de glace qui se pulvérisent en chutant, comme si un morceau de falaise s'était soudain volatilisé et changé en nuage scintillant, en poussière de givre, en diamant. C'est son univers. La banquise des îles, la montagne, le glacier. La dernière nature inviolée, malgré le tourisme qui se développe depuis quelques années. La dernière nature, et c'est un désert, de la glace. C'est là qu'il se sent bien, dans le silence de la nature ponctué des craquements du glacier et des cris stridents des chouettes et des rapaces, des croassements des corbeaux aventureux qui quittent leur forêt. Dans la solitude des sommets entourés de nuages roulants, c'est là, baigné dans l'évidence de la beauté du monde sous les étoiles, qu'il se sent chez lui, tout à fait dans son corps, rendu à ses sensations de fatigue et de froid, son silence intérieur qui hésite sur les mots. C'est là qu'il noircit son carnet, le remplit de notes, d'études, de réflexions. C'est là qu'il écrit, pour se taire. Thomas Reverdy est également membre de la commission vie littéraire du Centre national du livre. Il a reçu une bourse d'année sabbatique pour l'écriture de ce roman. Il a également reçu le prix Interallié en 2019 pour son livre « L'hiver du mécontentement », paru aux éditions Flammarion.